Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la 5e et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles, peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement, pour vraiment montrer que l'échec c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Enzo. Ça va bien ? Très bien, très bien. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on enregistre depuis l'appartement de la fille de Bernard, qui est une collègue de Sunday. Voilà, Sarah, si tu nous écoutes, un gros bisou et merci pour la mise en relation avec ton papa Bernard. Bernard, avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, donc je m'appelle Bernard, j'ai une fille, donc je suis marié, j'ai une fille Sarah. J'ai été moine bénédictin pendant 20-25 ans. Ensuite, j'ai changé de vie, j'ai rencontré ma femme Brigitte et je suis devenu, d'abord, j'ai travaillé dans la reprographie et ensuite je suis devenu agent de voyage dans une agence spécialisée dans les pèlerinages et spécialement dans l'organisation de pèlerinage dans le bassin méditerranéen. Et je me suis très spécialisé sur le Proche-Orient. À ma retraite, j'ai continué à guider des groupes au Proche-Orient et aussi à donner des cours parce que ma spécialité était la Bible, Proche-Orient, Terre Sainte, tout ça c'est lié. Et je suis resté dans cette passion que j'ai du monde biblique en le transmettant aux autres. Ça a été un petit peu mon fil rouge de ma vie, c'est la Bible et transmettre aux autres ce que j'avais reçu moi-même et découvert moi-même. Vous avez quel âge aujourd'hui, Bernard ? J'ai 77 ans. 77. Donc là, on a vraiment le Seigneur. C'est la première fois d'ailleurs que je vous vois quelqu'un sur mon podcast. Si vous faites comme vous voulez. On se vous voit pour la première fois. Bernard, du coup, retraité. Donc avant qu'on explique, vous l'avez un petit peu, si les gens ont compris, le sujet était dans votre présentation. Est-ce qu'avant qu'on parle de tout ça, Bernard, vous pouvez nous donner votre définition à vous de l'échec ? Comment est-ce que vous voyez l'échec ? C'est quoi votre vision ? Alors l'échec, pour moi, c'est quelque chose sur lequel on doit d'abord rebondir. On ne doit pas rester sur l'échec. Cependant, dans ma situation personnelle, je ne parlerai pas d'échec. Je parlerai de coupure radicale et fondamentale, mais qui, pour moi, n'est pas liée à un échec. C'est les autres qui m'ont mis en échec, mais ce n'est pas moi qui me suis mis en échec moi-même. Mais pour moi, l'échec ou ce genre de coupure que j'ai vécu sont là pour permettre de repartir. Repartir en mieux ou en moins bien. Je pense personnellement que je suis reparti pour un mieux, quoique on ne peut pas nier systématiquement tout ce qui précède. Donc, l'échec, ça peut aussi, ou la coupure que j'ai vécue, peut servir aussi à s'appuyer sur une expérience de vie dont un certain nombre de choses n'ont pas été, et repartir en remettant tout ça en place pour faire autre chose et en essayant de le faire mieux, bien sûr. Génial. Super, c'est pas une fin en soi. Et oui, on va préciser ce dont on va parler juste maintenant. C'est pas un échec au sens littéral du terme comme on l'entend, c'est plutôt un tournant de vie, une coupure comme vous venez de le dire. Du coup, Bernard, je vais vous laisser parler de cette coupure. On a un petit peu parlé, vous êtes présenté en disant que vous étiez donc du coup moine bénédictin. Donc oui. C'est juste avant prêtre, vous me disiez avant, oui, c'est ça ? Étant moine, je suis devenu prêtre étant au monastère, oui. C'est ça. À 30 ans, j'ai été ordonné prêtre à 30 ans. Voilà, donc prêtre à 30 ans. Et au final, vous avez rencontré donc votre femme. Et aujourd'hui, du coup, comme on l'a dit, donc il y a Sarah. Donc il y a eu une bifurcation à un moment donné quelque part. Tout à fait radicale. Et c'est ça. Et on va un peu parler de ce sujet-là parce que j'imagine que c'est un changement drastique dans la vie de quelqu'un, dans votre vie, du coup, évidemment. À l'époque. Et comment est-ce que, justement, comment tout ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez réagi ? Comment vous avez rebondi ? Justement, on va un peu parler de tout ça. Donc, je vous laisse la parole, Bernard, si vous voulez un petit peu contextualiser comment ça s'est passé. Eh bien, j'étais dans un monastère dans lequel j'avais une multitude de tâches.
matériel, mais aussi intellectuel, puisque je donnais des cours d'écriture sainte, et comme je viens de vous le dire, je m'étais spécialisé sur la Bible, et une rencontre un peu fortuite au départ m'a proposé de m'offrir un voyage en Terre Sainte, donc à Jérusalem, un pèlerinage en Terre Sainte, qui pour moi était le rêve, puisque quand on enseigne la Bible, où c'était le vécu, on désire aller voir, j'étais jamais allé là-bas. Et j'ai donc eu une proposition de voyage là-bas. Cette proposition a failli échouer pour des raisons pratiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai failli ne pas aller à ce voyage. Finalement, ça a pu se faire. Et c'est à ce voyage qu'en arrivant à Jérusalem, j'ai rencontré une jeune femme qui est, je dis tout de suite, qui est ensuite devenue ma femme. Mais on s'est rencontrés là par hasard. On n'aurait jamais dû se rencontrer puisque je ne devais pas faire ce voyage et que je l'ai fait finalement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez dû le faire du coup? C'était quoi justement? C'était l'élément hasardeux? Les fonctions que j'avais au monastère m'obligeaient à être là à la date à laquelle était prévu ce voyage. Et 3 semaines avant le voyage, annulé, mon supérieur me dit les raisons pour lesquelles vous devez rester au monastère sont supprimées, elles sont reportées, donc vous pouvez faire ce voyage. Donc faites le nécessaire pour faire ce voyage. J'ai immédiatement appelé Jérusalem et j'ai dit écoutez, je peux venir. On m'a dit très bien, venez. Mais je ne savais évidemment pas que là, j'allais rencontrer Brigitte, ma future femme. C'est quand même là, il y a un quelque chose, quoi. Ouais. Hein. Ensuite, ça a été évidemment une rencontre. On s'est tout de suite, ou du moins très rapidement, on a lié beaucoup de liens ensemble. On a fait un voyage merveilleux pendant 3 semaines. Et au retour, on n'a pas pu faire autrement que de continuer à se voir régulièrement. Se voyant régulièrement, c'est très mal vu dans un monastère de rencontrer une femme régulièrement et que les fantasmes se mettent en route chez mes confrères et qui tout de suite voient tout ce qu'on peut imaginer finalement dans une relation avec une femme. Alors que c'était absolument pas ça qui se passait. Pendant ce temps-là, je commençais à prendre de plus en plus de fonctions au monastère et en particulier, je suis devenu ce qu'on appelle chez les moines célériers, ce qu'on appellerait un économe, ce qu'on appellerait un directeur financier, un gestionnaire du monastère, ce qui souvent correspond à peu près à... Vous avez un supérieur religieux et un supérieur matériel. J'étais le supérieur matériel. Quand on devient un chef ou quelqu'un d'important, on crée des jalousies, évidemment. Si ces jalousies peuvent trouver une faille pour descendre la personne, c'est très facile. Et à ce moment-là, la faille, elle est devenue Brigitte. C'était la faille. Alors que il n'y avait entre nous qu'une très belle relation. Hein. Comme je le dis souvent, je trouve qu'il y a une différence entre une relation sexuée et une relation sexuelle. C'est pas du tout la même chose. Et par contre, les fantasmes ont fait on est arrivé finalement de fil en aiguille à me pousser dehors en jouant sur cette relation. Il y a eu une femme qui en fait était idéalement amoureuse de moi, qui a été jalouse de tout ça et qui a tout fait pour mettre vraiment de l'huile sur le feu, prétendre des tas de choses qui étaient fausses évidemment, et petit à petit, un beau jour, mon supérieur m'a dit je vous démissionne de toutes vos fonctions et je vous mets dans des fonctions annexes parce que à cause de votre relation, à cause de tout ce qui se passe autour de vous dans le monastère, alors que j'étais très apprécié techniquement parlant, je faisais un très bon travail d'économe. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai dit, si c'est ça, je m'en vais, je reste pas. Je suis donc parti. Mais en même temps, j'étais pas encore du tout décidé, ni Brigitte ni moi n'étions décidés à vivre ensemble. C'était trop inattendu. On n'avait jamais envisagé encore ça. Même si, au fond de nous-mêmes, on était amoureux l'un de l'autre. C'est vrai. Mais on n'envisageait pas encore une vie commune. Vous viviez caché au départ? Complètement. Vous viviez caché pendant longtemps? Oui. Les relations qu'on avait... de toute façon, à cette époque-là, quand on m'a mis dehors, il n'y avait qu'entre nous une relation amicale. Il n'y avait rien d'autre qu'une relation amicale. Après, c'est devenu autre chose. Ayant donc étant parti pour prendre du recul, c'est là que je me suis dit, mais après tout, j'ai des compétences bibliques, peut-être que je pourrais aller faire des études à Jérusalem, il y a des organismes à Jérusalem,
Et là, j'ai donc proposé à mon supérieur, qui restait encore mon supérieur. Si moi j'étais parti, mais je n'étais pas encore détaché de l'ordre. Je rencontre donc mon supérieur en dehors du monastère, dans un lieu complètement caché, pour que personne ne nous voie. Et là, je lui dis, ben voilà, moi j'envisagerais d'aller partir faire des études. Il y a ce qu'on appelle à Jérusalem l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, un institut qui a plus de 100 ans, soutenu par l'État français. Donc j'étais dans un milieu, ce sont des dominicains qui sont là, plus un autre organisme d'études judéo-chrétiennes. Tout ça, ça correspond exactement à ce que je voulais faire. Et il me dit, ah ben tout à fait d'accord, je vous donne carte blanche, on vous financera tout ça. Trop content de me voir partir. Ils étaient tellement contents que j'ai trouvé une solution pour pas rester que j'arrangeais tout le monde finalement. Le but c'était de pas rester au monastère. Voilà, le but c'était qu'on me mette ailleurs que dans le monastère. Ok. Et donc là, petite anecdote très amusante, c'est que je le quitte, c'était en février 91, ça, la date est facile à se rappeler parce que c'était la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Et donc les voyages étaient absolument impossibles là-bas, c'était vraiment la guerre. Et le père abbé, le supérieur, me dit, quand vous rentrez, faites le nécessaire, et quand vous pourrez partir, partez. Je rentre où j'étais, et le soir même, à la télévision, ils annoncent la fin de la guerre du Golfe. Le soir même. Le lendemain matin, je téléphone à un couple d'amis que je connaissais très bien depuis très longtemps, qui étaient à l'époque les relations de l'école biblique de Jérusalem, avaient des gens qui leur servaient de point d'attache à Paris, donc je connaissais ces gens. Ils me disent, venez déjeuner demain, on part après-demain à Jérusalem. Amenez-nous tous les papiers, on fait le nécessaire pour vous inscrire à Jérusalem. Vous voyez, tout ce concours de circonstances en quelques jours. Donc là, j'étais ravi, le temps de me préparer, bon, je ne vais pas évidemment tout raconter, je suis donc parti faire des études à Jérusalem, où là j'ai développé une autre passion, qui est d'une part les études bibliques qui m'intéressaient, mais aussi je donnais déjà des cours, mais ce que j'ai appris là-bas, c'est à donner des cours sur le terrain. Et donc, je suis devenu guide de groupe. J'ai guidé des groupes sur le terrain et enseigner la Bible sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec enseigner la Bible ici dans une pièce à Paris ou à un monastère, etc. Et donc, là, je me suis pris pour cette passion. Je suis rentré en relation avec une agence de voyage, agence de pèlerinage qui était, et qui est toujours à l'époque, enfin, qui était donc la première agence de pèlerinage chrétien à Jérusalem, donc très spécialisée là-dedans, qui avait des bureaux à Jérusalem avec qui je me suis lié d'amitié. Et à ce moment-là, alors là, il est vrai que, ce que j'emploie aussi cette expression très souvent, au fur et à mesure que les bras de la communauté se fermaient, les bras de Brigitte s'ouvraient. Les bras et le cœur et le reste, évidemment. Et petit à petit, on est vraiment devenus plus qu'amis. Mais, et tout ça dans le plus grand secret. Personne ne savait jusqu'où allait notre intimité, si j'ose dire. Mais ça se développait d'une manière très très forte. Et là, j'ai terminé mes études. Brigitte, de son côté, elle a entamé les études d'infirmière. Elle était à l'époque aide-soignante à la prison de Fresnes, en plus, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Et là, a entamé des études d'infirmière. On a dit, bon, on termine nos études et après, on fait le point. On aura tous les deux, moi, ayant fini mes études, ça ne me donnait strictement rien au point de vue travail dans le civil. Un diplôme de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, ça ne sert à rien. Hein. Mais c'est un titre. Ça prouve que j'ai des compétences peut-être pour d'autres choses. Elle, Brigitte, avait sa formation d'infirmière. Donc là, l'avenir était déjà plus assuré sur le plan matériel. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est terminé. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Et donc, j'ai envoyé une lettre de démission au père abbé. Donc, le père abbé, c'est le supérieur du monastère. Hein, et qui a reçu ce courrier, qui simplement, par retour, m'a répondu qu'on allait se rencontrer pour fixer les modalités. Finalement, ça l'arrangeait beaucoup, tout le monde était content. Lui, il s'était débarrassé du poids lourd, et moi, je partais dans une autre vie. Vos études, ça a duré combien de temps, du coup, comme ça, à Jérusalem ? J'ai fait 2 ans d'études. 2 ans d'études, et après, j'ai commencé à enseigner, j'ai été donné des cours en Afrique, j'ai commencé vraiment à tourner autour de la Bible, j'ai guidé beaucoup de groupes de tous les milieux, mais qui m'ont permis un petit peu de vivre, mais c'est pas ça qui pouvait me permettre de vivre. Parce qu'il faut bien se dire que dans ce genre de situation, je n'avais aucun avenir matériel d'assurer. Je partais
sans prime de licenciement, je n'avais pas encore... Si, j'avais cotisé à ma retraite, mais sur la retraite des religieux, qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc, je n'avais rien. Il fallait absolument que je trouve un métier. On a commencé, donc... Là, j'ai annoncé mon départ. Nous avons commencé à vivre ensemble, alors. Très rapidement, et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, on a décidé de se marier civilement, parce qu'il n'était évidemment pas question qu'on se marie religieusement, c'était absolument impossible. Je n'avais pas encore entamé des démarches à Rome qui auraient pu me permettre de le faire, mais qu'on n'en avait pas l'intention de toute façon. Donc on s'est mariés, mais ensuite il fallait vivre. Et là encore, il y a des choses curieuses qui sont arrivées. C'est que j'ai eu l'idée, j'ai commencé par distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, vous savez, hein. Bon, il faut ce qu'il faut pour vivre, mais finalement, ça payait pas trop mal, mais j'avais que ça pour vivre, et puis, bien sûr, le salaire de ma femme. Et puis, j'ai eu l'idée de contacter un monsieur que j'avais rencontré quand j'étais au monastère. Je dirigeais une affaire de microfilm et de reprographie. Et il y avait le PDG d'une grosse boîte internationale à l'époque, mais le PDG français d'une grosse boîte internationale de reprographie, qui était venu au monastère faire une exposition de matériel et tout, et m'avait dit, vous savez, mon père, comme il m'appelait à l'époque, vous m'appelez Bernard, mais il m'a dit, mon père, le jour où vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et je lui ai répondu, je m'entends encore lui répondre, pourquoi aurais-je besoin de vous? Vous êtes dans la reprographie, moi je suis au monastère, je vois pas les rapports. Puis ce jour-là, je me suis dit, mais après tout, allons-y. Je lui envoie une lettre en lui exposant ma situation. Je suis parti du monastère. Hein. Il reçoit cette lettre et le lendemain m'appelle au téléphone en me disant, venez dîner demain avec votre femme. Je trouve ça extraordinaire. Vous l'avez expliqué toute votre situation. Ça ne pouvait marcher que si c'était parfaitement clair. Dans ce genre de choses, il faut pas essayer de noyer le poisson. Hein. Mm-hmm. Et le lendemain, il me disait, là c'était chez lui, il m'a dit on prend rendez-vous, je fais le nécessaire, et 2 ou 3 mois après, j'ai été embauché dans cette boîte, qui était une boîte de reprographie, dans laquelle je faisais donc de la maintenance d'ateliers de reprographie, on faisait du facility service, on allait faire des photographies dans les entreprises. Là, ça a duré 3 ans, mais pendant ces 3 ans, j'avais une autre idée, c'était pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais, c'était retravailler dans le monde de la Bible et le monde des voyages, etc. L'agence avec laquelle que j'avais connue à Jérusalem était dans une passe, il y avait, je ne sais plus pour quelle raison à cette époque-là, il y avait quelques problèmes de politique qui faisaient que les voyages ne marchaient pas très bien. Mais le patron de l'agence, que je connaissais bien, que j'avais souvent rencontré, m'avait dit Bernard, le jour où, quand je suis parti, je suis allé le voir aussi, et lui, il m'a dit non, je ne peux absolument pas vous embaucher maintenant, je n'ai pas les moyens, mais j'ai votre dossier, je vous promets que le jour où je peux, je vous embauche. Et 3 ans après, donc, il m'a dit, là, la situation, c'était juste avant l'an 2000, vous savez que l'an 2000, c'était ce qu'on appelle l'année du jubilé, donc des grands pèlerinages partout. Il m'a dit, je vais être submergé de boulot, je vous embauche avant ça, et je vous embauche. Vous aviez gardé des relations avec lui pendant ces 3 ans, justement, avant qu'il vous embauche? Oui, bien sûr. Vous écriviez ou vous appeliez? Bien sûr, c'était pas tout à fait inintéressé, évidemment. Donc, je suis resté en relation avec lui. Et donc, il est venu dîner à la maison un jour, justement. Et en arrivant, il m'a dit, pas de problème, je vous embauche. Alors, vous allez voir encore qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement amusant à ce moment-là. Parce qu'il commence à me fixer les modalités, le financement, et puis les dates. Il me dit, vous pourriez commencer à telle date. Alors, je vous rappelle dans quelques jours pour vous dire quand vous pouvez commencer. En même temps, Brigitte était enceinte. La petite Sarah dont vous avez parlé, qui est devenue grande, était là déjà. Mais pas, allait naître. Et alors, il y a eu cette chose absolument étonnante. Brigitte devait aller à la maternité on devait provoquer l'accouchement. Donc, c'était prévu pour une date bien précise. Bon, la date allait arriver, et j'étais au travail un mercredi matin, ça je m'en souviendrai, coup de téléphone de Brigitte, il faut que je parte tout de suite à l'hôpital, il me demande d'avancer de 24 heures, pour X raison, peu importe, donc est-ce que tu peux rentrer pour partir à l'hôpital? J'ai dit, évidemment que je rentre, mais avant de partir, le temps que je mette tout en place, coup de téléphone de mon futur employeur, me disant « Bernard, je vous embauche, vous commencez à telle date ». Le même jour, au même moment, j'apprenais que j'allais avoir ma fille et que j'allais du travail auquel je rêvais depuis très très longtemps. Là aussi, il y a ces petits trucs amusants, ce qui fait que quand Sarah est née, je ne savais pas si, quand on fait la déclaration de naissance, il faut mettre la profession.
est-ce que j'allais mettre reprographe ou est-ce que j'allais mettre agent de voyage? Finalement, j'ai mis reprographe en disant, je suis encore agent de voyage, après je suis encore reprographe, après je serai agent de voyage. Bon, et donc à partir de là, je suis devenu donc agent de voyage, où là, je me suis éclaté dans ce métier, étant attaché commercial, dans une agence de voyage pour laquelle on organisait des pèlerinages. Donc, je suis allé très souvent au Proche-Orient. Je considère que j'ai passé 3 ans à 3 ans et demi sur les 20 dernières années au Proche-Orient, vous voyez. Donc, je connais bien le Proche-Orient. Là, je me suis vraiment éclaté jusqu'à ce que finalement, il fallait bien prendre ma retraite à un moment. Après ma retraite, j'ai pu continuer à faire quelques pèlerinages encore, guidés quelquefois. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois encore. Et en même temps, j'ai commencé aussi, alors là aussi, c'est dans des choses très amusantes, j'étais allé voir le curé de la paroisse à Choisy-le-Roi, où nous habitions à l'époque, pour faire baptiser ma fille. J'aurais pu la baptiser moi-même, mais ça se fait pas, ça. Donc je suis allé voir le curé qui a commencé à faire. Il m'a dit, mais il faudrait que vous suiviez les cours de préparation au baptême. Alors je lui ai dit, écoutez, et là je lui ai expliqué au curé qui j'étais. Il m'a dit, oui, effectivement, vous n'avez pas besoin de suivre les cours de préparation au baptême. Il m'a dit, mais attendez, on va inscrire votre fille, puis après, on va parler de vous. Alors, il inscrit ma fille pour le baptême, et ajoute à ce moment-là, après, il me dit, vous pouvez pas rester comme ça sans rien faire. Nous, on a besoin de gens comme vous. Vous venez donner des cours à la paroisse. Alors que, normalement, quand on a quitté la vie religieuse, on a l'interdiction, et j'ai signé un papier comme quoi j'ai l'interdiction de parler en public de faits religieux. Ah ouais. Oui. Or, j'ai commencé par donner des cours dans la paroisse. Quand je suis arrivé, je fais court, quand je suis arrivé à là où on habite maintenant, j'ai été mis en contact avec le séminaire d'Orléans, j'ai été donner des cours à des séminaristes à Orléans. Alors c'est pas banal, moi, ancien prêtre, de donner des cours à des séminaristes. Le supérieur m'a dit, je n'ai pas le droit de vous embaucher, mais je vous embauche parce que je préfère avoir des gens compétents que des gens non compétents. Vous avez des compétences, par contre, je vous demande de ne pas faire état de votre situation. Et les séminaristes ne savaient pas qui j'étais. J'étais prof d'écriture sainte, c'est tout. Ça vous présentiez pas comme... non, ça, j'ai été très, très respectueux de ça. Je l'ai dit quand on me le demandait en privé, vous voyez, jamais en public, jusque récemment. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de le cacher. Et j'ai donc donné des cours d'écriture sainte au séminaire. J'en ai donné d'autres dans la paroisse et dans le diocèse d'Orléans, où je suis maintenant. Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, je donne des cours à l'Université du Temps Libre. Les UTL, c'est ce qu'on appelait avant les universités du troisième âge, enfin, qui s'appelle aujourd'hui Université du Temps Libre. Et je donne des cours à l'Université du Temps Libre à Montargis, un cours d'histoire des religions monothéistes. Judaïsme, christianisme, islam. En ce moment, je donne un cours sur l'islam. Voilà, combien de temps par semaine, du coup ? Non, ce cours-là, c'est tous les 15 jours. Ok. C'est pas très longtemps, mais c'est très fort en expérience et en enseignement. Voilà. Grosso modo, où j'en suis. Quelle vie, Bernard, quelle vie. Moi, je reviens sur un élément, du coup, parce qu'on est passé dessus, j'ai peut-être manqué. Quand vous avez fait, du coup, la bascule, quand vous revenez, du coup, de vos études de Jérusalem, où il y a, du coup, cet élément déclencheur qui vous fait, du coup, partir totalement de vos fonctions religieuses. Oui. Ça a été quoi, justement, cet élément déclencheur qui a dit, bon, allez, c'est bon, je rentre, maintenant, on passe à autre chose? L'élément déclencheur, ça a été le fait qu'on m'a enlevé mes fonctions. Donc, du jour au lendemain, je rentrais d'un enterrement de chez un ami, je me souviens. Mon supérieur me dit, ce soir, j'annonce à la communauté que vous n'êtes plus économe. Enfin, célérier. Ouais. Ça a été le choc. Là, je suis parti carrément, dès le lendemain, je partais. J'ai fait ma valise et je suis parti à un endroit où je pouvais être tranquille. Et ensuite, c'est petit à petit que j'ai compris que ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bras de la communauté se fermaient, il y avait des bras qui s'ouvraient. C'est ça. Et que j'avais besoin de donner quelque chose. J'avais besoin de trouver quelque chose. J'avais besoin, finalement aussi, de partager une vie affective, sentimentale, que je n'avais évidemment pas vécue au monastère. Et là, quand j'ai découvert ce que c'était que cette vie affective et sentimentale, j'ai compris que c'était ça qui me manquait. Et ça, vous l'aviez compris. Alors, vous étiez à distance, c'est ça, si j'ai bien compris? Vous étiez à Jérusalem et, oui, et Brigitte était en France, fait, pour le coup. Bien sûr. À Fresnes, comme vous disiez, du coup. Bien sûr. Pas dans la prison. Oui, non, pas en prison. Oui, bien sûr. Là, ça a été affreux. Moi, j'étais à Jérusalem, elle était
Donc à Paris, elle vivait à Paris, à l'hôpital de pénitentiaire de Fresnes. Mais là, c'était affreux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il y avait pas de. Donc c'était des coups de téléphone qui coûtaient une fortune. Alors on se téléphonait le minimum, mais on avait besoin. Et en fait, on avait besoin de cette présence ensemble. Mais encore une fois, c'est parce que c'était d'abord une présence affective dont j'avais besoin. J'avais besoin. Je ne pouvais plus m'appuyer sur une communauté. Dans une communauté, la communauté est censée vous apporter un minimum d'aide et même d'affection. Le mot est peut-être un peu fort et très mal compris chez les moines en particulier. Mais n'empêche que c'est vrai. Là, je me retrouvais complètement tout seul et petit à petit, je sentais que c'était avec elle que je devais faire autre chose. Et donc là, c'est là que vous avez donné votre lettre de démission, du coup. Alors ça a duré, j'ai eu les 2 ans et demi d'études. Oui, au bout de... d'après Brigitte, ça a été beaucoup trop long. Elle aurait voulu que ça soit beaucoup plus tôt. Pour moi, c'est vrai que ça a été un petit peu long aussi quand même. Mais il y a un moment, on ne pouvait plus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'autour de nous, dans notre entourage familial, des deux côtés, absolument personne n'était au courant de notre situation. Donc vous avez vraiment vécu ça seul, parce que j'allais vous demander si l'entourage vous a soutenu. Le vivant seul, il y a un moment, on a dit... De toute façon, c'était très clair que ou c'était officiel, ou on arrêtait. Et on avait envisagé d'arrêter. C'est-à-dire, moi, je restais au monastère, elle continuait ses études, et c'était fini. Mais on n'aurait pas continué à marcher à cloche-pied, vous savez, à passer d'un côté à l'autre. Un jour chez elle, un jour au monastère. Moi, je ne pouvais plus vivre cette situation, c'était plus possible. J'ai une forme de vie un petit peu droite, un petit peu carrée, j'ai été élevé comme ça. Donc c'était ou l'un ou l'autre, mais ce n'était pas les deux. Il y a, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, aujourd'hui, dans le monde de l'Église, beaucoup de prêtres qui vivent cette double vie. Moi, il était hors de question que je mène une double vie. Là, c'était très clair, et pour Brigitte, et pour moi. Et vous avez choisi Brigitte. Et j'ai choisi Brigitte. Vous avez choisi l'amour. Sarah, elle aime beaucoup dire, c'était Dieu ou Brigitte. Et Dieu, on a l'impression qu'il vous a pas lâché, quand même, parce qu'à chaque fois, il y a toujours eu des signes dans votre histoire de ce que vous avez pu là expliquer depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'il y a derrière ça des signes, alors on dit des signes de la providence, enfin bon, appelons ça comme on veut. Le hasard, la providence, il y a 36 000 mots pour dire ça. Moi, je dis qu'il y a des choses dans notre vie qui sont peut-être tracées et qui font qu'un jour, il faut être prêt à un changement complet. Donc c'est quelque chose que vous aimez dans ce que vous faites, vous, de voir ces gens qui ont eu, alors, ou soit un échec. Pour moi, c'est pas un échec. Ma vie monastique n'est pas un échec. On est d'accord. Mais il y a eu, comme je l'ai dit au début, une coupure et je suis reparti sur autre chose. Et vous croyez au hasard, vous, Bernard ? Je ne sais pas. Je sais... Il y a quand même des choses, moi, qui m'ont absolument surpris, et en particulier, c'est le moment où j'ai pris cette décision de partir, quand on m'a rompu mon activité que j'avais. Là, il y a eu des signes, alors, hasard, providence, j'avoue que je ne sais plus. On a l'impression qu'à chaque fois, parce que vous parliez tout à l'heure, vous définissiez l'échec avec la notion de rebond, ce qui est essentiel, je partage à 100%. Et j'ai l'impression que vous, à chaque fois, vos rebonds, ça a été très rapide, du coup. Oui. Ça a été un temps de rebond assez vite, en tout cas dans la prise de décision, pour tout de suite faire autre chose. Oui. Non, le rebond, alors, si ma femme était à côté de moi, elle vous aurait coupé en disant que non, il a pas fait le saut suffisamment vite quand il a fallu décider complètement que là, on arrêtait tout et qu'on partait. Mais vous êtes parti faire des études, donc dans tous les cas, vous vous êtes détaché de l'endroit où vous étiez. Là, je me suis détaché du monastère. Ensuite, je suis resté juridiquement encore attaché, mais dans votre esprit, vous n'y étiez plus. Non, dans ma tête, j'étais plus là. Mais en même temps, je n'étais pas encore prêt à faire le pas. Et il a fallu des rencontres, je ne peux pas évidemment tout raconter, il y a eu des rencontres qui nous ont beaucoup aidés. Et un jour, je vois encore, un jour, j'ai dit à Brigitte, c'était un mois de septembre 1994, donc... Avant les grandes vacances, on aura pris notre décision. Et 3 mois après, la décision était prise. Mais là, on était vraiment décidés. La décision était prise. Eh ben, quelle histoire, Bernard. Merci infiniment pour ce magnifique partage, un sujet, encore une fois, vraiment inédit. Moi, je trouve pas commun, on en parlait avant, vous me disiez, ça commence à être pas mal commun, mais moi, je l'ai pas traité du coup, et je trouve ça absolument génial. Encore merci à Sarah pour tout ça et pour vous. Mais on n'a pas fini, Bernard. Moi, j'ai encore quelques petites questions pour vous avant qu'on termine. C'est les questions pour la mention. Questions pour la mention. Et la première question, Bernard, pour vous, quelles sont les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Alors, je vous avouerai que, comme je vous ai écouté quelques fois à l'avance, j'avais réfléchi à ça.
Et alors, je crois que pour moi, si vous en voulez 3, c'est la bienveillance et l'écoute, 2 éléments essentiels qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident. Quand on est dans les milieux plus chrétiens, je dirais, on appelle ça la miséricorde. Je préfère le mot bienveillance parce que je trouve qu'il est plus large. L'écoute. Si on s'écoutait plus, il y a bien des choses qui changeaient. Et alors pour moi, et ça c'était parce que la dernière que j'ai choisie, et j'y tiens beaucoup parce que ça c'est quelque chose qu'on a profondément vécu avec ma femme dans toutes ces années, entre le moment où on a commencé à se connaître et le moment où on a pris cette décision d'être ensemble, et on a été vraiment ensemble, c'est vivre l'instant présent. Ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est que j'ai à chaque moment vécu l'instant présent. C'était pas continuellement de dire « je regrette ce que j'ai fait » et de dire « je sais pas ce que je ferai dans l'avenir ». Soyons présents. Aujourd'hui, on est là, on vit bien, on est content, on est marié, on a une fille, c'est bien. Voilà. On vit l'instant présent. Eh ben, 3 belles vertus. 3 belles vertus, Bernard. La prochaine question, est-ce que vous avez un livre à partager, un podcast, une série, un film, que sais-je, mais... Il y a tout récemment, et c'est vraiment tout récent, j'ai lu Les Cavaliers de Kessel. Et j'ai été ébloui par ce bouquin. On part dans d'autres horizons. En plus de ça, chaque fois que c'est un peu vers l'Orient, ça m'intéresse davantage. Mais là, c'est pas... Oui. Mais voilà, un bouquin que j'ai adoré. Mais à ça, je voudrais rajouter un autre qui, lui, a été un point de départ aussi avec Brigitte. Mais ça, je tiens aux 2. Et l'autre est plus important à d'autres points de vue. C'est un livre qui s'appelle Jonathan Livingston de Goéland. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce... Il y a un livre et il y a un film sur la question. C'est l'histoire d'un goéland qui comprend que les gens, avec sa communauté dans laquelle elle vit, il lui manque quelque chose. Et il décide de partir et de voler comme il faut voler de ses propres ailes et pas tous ensemble à tourner en rond sur des tas d'ordures, parce qu'il parle de ça, mais d'aller plonger dans l'eau, etc. Et donc il se libère d'un certain nombre de carcans de sa communauté, vous voyez bien où je vais en arriver, et sa vie est rejetée complètement par son clan. Et on a beaucoup, beaucoup passé. C'est un livre absolument extraordinaire et qui donne un sens à la vie, à condition justement de ne pas s'enfermer dans un monde clos, de s'ouvrir, et aussi justement de vivre chaque instant de sa vie, à fond. Et alors, on a une passion pour les goélands chez nous. Donc le goéland, vous avez dit les cavaliers de Kessel. Alors, Jonathan Livingston de Goéland, ouais. C'est un titre, alors, avec de magnifiques photos, puis il y a un film aussi, et puis alors, les Cavaliers de Kessel. Cavaliers de Kessel. Magnifique, c'est noté pour ces 2 livres du coup. La dernière question... c'est quoi votre prochain objectif à vous, Bernard ? Si je veux être cohérent à ce que je viens de vous dire, il n'y a pas d'objectif puisque je vis l'instant présent. Non, je dirais que par contre, le prochain objectif, et c'est ce que j'ai apprécié que vous m'ayez demandé de parler de ça, c'est de pouvoir transmettre aux autres ce que j'ai reçu. Depuis que j'ai commencé à enseigner, c'est toujours ce que j'ai aimé, transmettre aux autres ce que j'ai reçu. J'ai reçu des tas de choses, eh bien j'espère avoir encore la chance pendant quelques années de pouvoir transmettre ça aux autres. Voilà. Bah, magnifique, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, surtout pour cette nouvelle année du coup, Bernard. Il y a un petit rituel de fin, est-ce que vous allez réussir vous aussi à le faire, Bernard ? À la fin de Phoenix, il faut toujours être concis, il faudrait résumer en gros comme vous voulez, là en une phrase, une punchline de fin, tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant une bonne petite demi-heure. Est-ce que vous êtes capable de nous résumer ça de manière concise ? Eh bien, si on s'arrête à chaque difficulté, on n'avancera plus. Magnifique. Ah, je m'arrête. Ah bah arrêtez-vous là, c'est parfait. C'est magnifique, Bernard. Franchement, un immense merci. C'était très agréable. J'avais l'impression d'avoir un cours d'histoire en même temps et je vous écoutais, je buvais vos paroles. J'ai tellement peu parlé, mais tellement c'était intéressant. Donc vraiment un grand merci, Bernard. Tout le meilleur pour cette nouvelle année. Merci, vous aussi. Et puis bah à très vite, sans doute. Très vite. Avec plaisir. Merci Bernard, au revoir. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment.
Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.